Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire d'Experalia. Donc, maître Georges David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. J'interviens en matière d'expatriation depuis 25 ans vers toutes les destinations et notamment vers Israël. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, un des plus techniques qui concerne l'ALIA, c'est celui du dirigeant d'entreprise. Extrêmement technique parce que il faut rentrer dans des détails pour comprendre toute la subtilité de la fiscalité entre les deux pays et principalement la fiscalité française, mais également technique parce que il y a aujourd'hui de nombreux procédures fiscales et redressements liés à cette situation et qui se jouent souvent sur des détails. Donc, la première approche à avoir lorsqu'on va faire son aléa, et nous, c'est le premier sujet qu'on regarde avec nos clients, c'est celui de la résidence fiscale. Pourquoi? Alors, je vous explique qu'on a l'article 4B du Code général des impôts qui définit la résidence fiscale en droit interne, puis on a la convention entre la France et Israël qui définit également la résidence fiscale. Donc c'est à ce critère qu'on va s'attacher. Et on a donc quatre critères qui doivent être analysés dans cet ordre préétabli, celui du foyer d'habitation permanent, du centre des intérêts vitaux, le séjour habituel et la nationalité. Alors, ça sert à rien de commencer à me dire, notamment en rendez-vous, souvent mes clients me disent, je vais passer plus de 180 jours ou moins de 180 jours. C'est pas le critère primordial. Le premier critère est celui du foyer d'habitation permanent. Donc, on va étudier côté Israël, côté France, si vous possédez un foyer d'habitation permanent. Et vous allez voir où je veux en venir. Par définition, si vous allez vivre en Israël, vous allez avoir un foyer d'habitation permanent. Il importe d'ailleurs peu que vous soyez propriétaire, locataire, occupant gratuit du bien. On parle d'habitation permanente avec une pérennité, par opposition à une location que vous pourriez prendre dans le sud de la France pendant des vacances, pendant un mois ou 2 mois. Donc, vous allez avoir un foyer d'habitation en Israël. Si vous conservez votre foyer d'habitation en France, par exemple votre ancienne résidence principale ou une ancienne résidence secondaire, on considérera que vous avez un foyer d'habitation permanent dans les deux pays. On rentrera dans le deuxième critère, qui est celui des centres des intérêts vitaux. Sauf que le centre des intérêts vitaux, c'est les liens personnels et économiques. Et le chef d'entreprise, il a par définition le centre des intérêts économiques en France. Donc, le critère le plus important lorsque mes clients dirigeants d'entreprise souhaitent partir est celui du foyer d'habitation permanent. Parce que s'ils conservent un foyer d'habitation permanent en France, ils ne respectent plus pour moi les règles de la résidence fiscale israélienne aux yeux de la Convention, et donc ils risquent un jour d'être mis en cause par l'administration fiscale française. Par contre, si ils n'ont pas de foyer d'habitation permanent, ben, on n'ira pas voir le deuxième critère, celui du centre des intérêts vitaux et centre des intérêts économiques. Donc c'est extrêmement important pour un dirigeant d'entreprise d'avoir cette première analyse. Euh, Moi, j'impose à mes clients, et d'ailleurs, quelle que soit la destination, quand on est dirigeant d'entreprise française, de ne plus avoir de foyer d'habitation en France. Celui qui conserve un foyer d'habitation en France est en risque. Donc ça, c'est le premier point, premier critère qu'il y a lieu de regarder vraiment de manière très détaillée. Et puis, on a le deuxième critère qui est, on va dire, plutôt basique, c'est se poser la question de l'exit tax. Alors, par définition, si vous êtes chef d'entreprise, vous allez vraisemblablement rentrer dans le mécanisme de l'exit tax. Alors, c'est quoi l'exit tax? Ça va être le fait de déclarer préalablement ou postérieurement à son départ de France les plus-values latentes sur des titres de société soumises à l'impôt société. Alors, le champ d'application,
On doit avoir été domicilié en France au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. Donc, si vous étiez résident fiscal étranger, vous êtes resté 3 ans en France et vous repartez, vous ne pouvez pas être concerné. Et puis, deuxième élément, vous détenez directement ou indirectement 50% au moins des bénéfices d'une société, ou que la valeur globale des dits droits sociaux excède 800 000 euros. Bon, alors, quand on a une holding, généralement, on détient pas loin de 100%. Et quand on est égalitaire, voire minoritaire, et que la société a une certaine valeur, on dépasse les 800 000 euros. Donc on va se trouver dans des situations où vous allez devoir faire une déclaration d'exit tax. La déclaration d'exit tax, elle sert à quoi? À déclarer des plus-values latentes sur des titres de société. Alors là, on détaille les titres concernés sans rentrer dans des détails très particuliers, très techniques. Il y a deux éléments qui vont nous intéresser. Les plus-values qui sont en report d'imposition, parce que vous avez créé une holding par rapport de titre, et on dit que ces plus-values tombent et sont reprises dans l'exit tax. Et quand on dit qu'elles tombent, elles ne deviennent pas imposables, hein. Elles vont continuer à être non imposables, mais dans le mécanisme de l'exit tax. Il importe peu que les titres des sociétés soient étrangères. On va regarder des titres de sociétés françaises ou étrangères qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés. Euh, on sort de l'exit tax tout ce qui concerne les PEA, PEA, PME et les sociétés à prépondérance immobilière soumises à l'impôt sur le revenu. Ce qui signifie, et c'était un débat au moment où l'exit tax a été créé, ce qui signifie que votre société qui est soumise à l'IS, qu'elle soit à prépondérance immobilière ou pas, c'est-à-dire que ce soit une SCI, une SRL ou une SAS, elle rentre dans le mécanisme de l'exit tax. Donc là, on a bien nos titres et on sait pourquoi on va être redevable de l'exit tax. Redevable, ça signifie pas payer. On va calculer au jour de votre départ de France l'imposition due sur la cession de ces titres. C'est pour ça que le report d'imposition est important parce qu'on va revenir au coût d'origine. On va imaginer au jour de votre départ, vos titres sont évalués, prenons un cas facile, à 1 010 000 euros, et que vous avez créé cette société avec 10 000 euros, vous avez donc une plus-value latente d'1 million d'euros. Et donc, on va calculer votre impôt, on aurait la flat tax à 30%, puis on va calculer la contribution sur le revenu au-dessus de 150 ou 500 000 euros selon la consistance de votre foyer fiscal. On calcule l'impôt, on ne fait rien d'autre. Et on va pouvoir bénéficier d'un sursis de paiement. Alors, si vous partez vers une destination de l'Union ou vers un pays qui a signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts, type Maurice ou le Maroc, là, vous avez un sursis automatique. Sauf que vous partez en Israël. Et Israël a signé avec la France une convention d'assistance pour lutter contre la fraude fiscale, mais pas une convention en matière de recouvrement d'impôts. Donc, il va falloir déposer un dossier au moins 90 jours avant de partir et nommer un représentant fiscal. Par définition, votre représentant fiscal, c'est toujours le fiscaliste qui fait votre déclaration d'exit tax. C'est un domaine où on voit très très peu d'experts comptables toucher à ça. C'est vraiment un sujet d'avocat fiscaliste. Euh, donc, en pratique, si vous voulez partir sur 2025, votre dossier doit être déposé avant la fin septembre. Parce que fin septembre plus 3 mois, ça va nous mettre en 2026. Donc là, par exemple, on a beaucoup de départs qui sont prévus dans les mois qui viennent et avant la fin de l'année. Donc là, on privilégie toujours en premier les sujets d'exit tax. Maintenant, comme vous partez vers un pays qui n'a pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts, ben, il va falloir garantir. Et comment on fait pour garantir?
Ben, alors, on va proposer, nous, on propose un nantissement. Il se trouve que l'administration fiscale a évolué au mois de septembre et qu'elle refuse de plus en plus les nantissements. Donc, nous, on a mis un mécanisme en œuvre avec le directeur du service de l'exit tax, Monsieur Bratozin, où on arrive encore à passer sur le nantissement, parce que le nantissement, il a quasiment pas de coût, il n'empêche pas de faire des distributions de dividendes, il vous bloque pour céder des parts, mais là, de toutes les manières, vous êtes un peu obligé. Donc, c'est vraiment le meilleur mécanisme qui existe. Mais c'est très important et c'est pour ça que les 3 mois vont servir en pratique à prendre cette garantie. Donc, si on essaye de faire un rétro-planning, et je vous prends des dossiers qu'on a envoyés maintenant il y a quasiment 3 semaines à l'administration fiscale, on remplit une déclaration d'exit tax. On va calculer les plus-values latentes. Alors, des fois sur un seul titre parce que vous avez que des titres d'une société holding, et puis des fois sur 3, 4, 5, 10 sociétés, parce que vos sociétés sont pas liées entre elles et qu'elles remplissent chacune les conditions. On arrive à un montant et donc nous, on envoie à l'administration fiscale avec un pouvoir de représentation, puisque on doit nous nommer représentant fiscal, et on donne une date de départ à 3 mois plus un jour au minimum, au minimal. Et l'administration revient vers nous, les services de l'exit tax mettent à peu près 15 jours pour nous valider. Aujourd'hui, tous nos dossiers sont validés, quelle que soit leur complexité, leur montant ou les garanties qu'on donne. Au mois de septembre, octobre dernier, lorsqu'ils ont changé de position, ça a été un peu plus compliqué. On a dû rediscuter avec eux parce qu'il y a toujours des évolutions en fiscalité. Et donc, on profite, une fois qu'on a le feu vert, on va rédiger un acte de nantissement, alors qui doit respecter un certain nombre de règles qu'on soumet à l'administration fiscale et qu'elle nous valide, et après on les fait signer à notre client. Il n'y a jamais de signature électronique sur ces documents-là, par le directeur des services fiscaux, puis on doit l'enregistrer aux impôts. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en pratique? Vous allez avoir une durée d'exit tax. Si la valeur de vos titres est inférieure à 2 570 000, ben, vous aurez un exit tax de 2 ans ou un exit tax de 5 ans si vous êtes au-dessus. Et par exemple, vous partez en 2025. Donc en 2026, au moment de votre déclaration d'impôt sur le revenu, il faudra remplir un formulaire spécial qu'on n'envoie pas avec vos déclarations d'impôt sur le revenu, mais en recommandé, ce qu'on appelle une déclaration de suivi d'exit tax. Et c'est obligatoire. Nous, on récupère toujours des clients qui ont eu du mal à faire leur déclaration, qui n'ont pas été bien conseillés. Et souvent, ils viennent nous voir parce qu'au mois de septembre ou octobre, l'administration envoie des courriers en expliquant on n'a pas reçu votre déclaration de suivi d'exit tax. Donc, si dans le mois, on l'a pas reçu, votre exit tax tombe et les paiements deviennent imposables. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Soit pendant la durée d'exit tax, vous ne cédez pas de titre et donc vous allez tomber, votre exit tax au bout de 2 ans ou 5 ans va retomber à zéro. Alors sous réserve des problématiques de report d'imposition qui, elles, vont revenir dans leur situation originelle. Et puis, si vous cédez par exemple 10% des titres, vous devrez déclarer 10% de l'exit tax qu'on aura déclaré à l'origine. Alors, faut faire attention parce que le montant qui est donné au moment du départ de France est indicatif. Ça signifie quoi? Ça signifie que, je reprends mon exemple tout à l'heure sur des valeurs de titres à 1 million, 10 000 euros, on avait une plus-value latente d'1 million. Si vous vendez votre titre 1,5 million, votre plus-value sera capée à 1 million 10 000 euros sur le prix au jour du départ de France. Mais attention, sur le reliquat, il faudra regarder si vous rentrez dans les règles ou pas de la convention fiscale entre la France et Israël pour avoir une imposition sur cette quote-part. Maintenant, vous vendez pas 1 million 10 000 euros, mais vous vendez 500 000 euros. Ben, vous allez payer la plus-value entre les 10 000 euros de départ et les 500 000.
Donc, vos montants d'exit tax constituent un maximum, mais pas un minimum si vous vendez moins cher. L'exit tax tombe en cas de donation ou de succession. Ça, c'est très important à, à comprendre. Donc voilà sur le sujet de l'exit tax qui est extrêmement technique, hyper important parce que l'administration n'hésite pas à les rattraper ceux qui n'ont pas fait les déclarations. Et le problème, c'est que s'ils vous rattrapent, vous n'avez plus le droit au sursis de paiement. Donc je prends mon exemple de tout à l'heure. Ils vont évaluer 1 million 10 000 euros et donc ils vont demander le paiement immédiat, de la flat tax à 30%, 300 000 euros et de la contribution sur les hauts revenus. Donc c'est un élément à regarder vraiment très en détail, très très technique et les erreurs sont quand même plutôt fréquentes. Nous, on récupère un dossier sur deux qu'on récupère est faux au niveau de l'exit tax. Deuxième élément qu'il va falloir regarder, c'est la structuration de votre fonctionnement futur. Alors chaque cas est un peu différent, mais il y a quand même de grands principes, de très grands principes. Côté français, vous allez devoir transformer tout ce que vous avez comme société SARL et passer en SAS. Pourquoi? Parce que on va limiter vos rémunérations de mandats sociaux et donc la SARL signifie que dès que vous avez des charges, même sans prendre de rémunération. Donc il faut passer en SAS et surtout, comme l'idée va être de faire des distributions de dividendes, en fonction du taux conventionnel qui est de 12,7% aujourd'hui, mais maximum 15% dans la convention fiscale. En SRL, vous auriez la règle des fameux 10% de la quote-part du capital social sur lequel vous pouvez avoir des charges sociales. Donc en France, on est mandataire social d'une SAS plus d'une SARL. Une rémunération sociale du mandataire qui va baisser notablement. Alors nous, on l'a fait baisser généralement. Alors, ça dépend des dossiers, mais on va dire qu'on l'a fait varier entre 1 000 et 3 000 euros par mois, grand maximum. Et on va jouer sur du dividende. Côté Israël, vous allez créer une société. Alors, je dis bien créer une société, parce que moi, je suis pas avocat israélien. Je suis d'ailleurs pas avocat portugais, grec, italien, dubaïote. Donc, euh, nous, quand au moment d'un contrôle fiscal, je constate qu'on n'a pas créé une société, mais qu'on a fait un auto-entrepreneur, et que l'auto-entrepreneur, c'est une personne physique, et que là, l'administration, effectivement, elle va tiquer, ça fonctionne plus. Donc, le grand principe est une société. Cette société, qui peut avoir sa vie propre en Israël, va souvent facturer des prestations techniques à la France à un prix de marché. Il m'importe peu que vous ayez eu une rémunération de 300 000 euros en qualité de mandataire social avant de partir. C'est pas pour autant que vous aurez un contrat de prestation à 300 000 euros. Parce qu'un contrat de prestation, il doit être démontrable, prouvable et à un prix de marché. Est-ce que votre prestataire, un prestataire X que vous prendriez à l'extérieur, vous lui, vous le rémunéreriez 300 000 euros? C'est quand même très peu probable. Donc, il faut regarder ce sujet-là. Nous, on demande aux experts comptables que choisissent nos clients en Israël. On n'impose rien, on peut les aider quelquefois. Parce que pour le coup, il faut plutôt prendre des experts comptables qui ont vraiment l'habitude de ces mécanismes-là. Nous, on va leur demander des simulations qu'on va d'ailleurs vérifier pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur de leur part. Donc, on va fixer un mécanisme de structuration fiscale entre la France et Israël, lié tout simplement au départ de France et au fait que en Israël, ils vont avoir un établissement stable. Alors, souvent on me dit, oui, mais pourquoi est-ce que je vais être amené à créer une structure en Israël? Je ne vivrai que de dividendes. Ben, tout simplement parce qu'en Israël, vous êtes exonéré sur les revenus de sources étrangères réalisés à l'étranger. Donc, si vous restez 300 jours par an en Israël
et que vous voyagez que 60 jours en France, dans le meilleur des cas, ou en vacances, vous allez avoir une difficulté, c'est qu'Israël pourrait revenir et leur contrôle et dit, mais les revenus que vous nous communiquez ou que vous nous avez communiqués dans le cadre d'un contrôle sont pas des revenus exonérés de sources étrangères, mais des revenus réalisés en Israël vis-à-vis d'une société étrangère. Donc le fait d'avoir un contrat de prestation technique va totalement isoler ce risque et protéger vos dividendes. Et puis surtout, il faut savoir qu'à compter du 1er janvier 2026, on a quand même des règles qui vont évoluer en Israël jusqu'à compter des revenus 2026 déclarés en 2027. Mais toute personne qui fera son aléa devra déclarer la totalité de ses flux financiers, même s'ils ne sont pas imposables en Israël. Donc, ce qu'Israël ne voyait pas aujourd'hui, elle le verra à l'avenir, et ce mécanisme est le seul qui puisse fonctionner de manière pérenne en ayant une protection en France et en Israël. Alors, je rentre pas dans le détail, mais il faut avoir un vrai contrat, pas un copier-coller d'un ersatz. Moi, j'ai un dossier qui a très mal débuté parce que quand j'arrive, le contrat rime à rien, et que le client est incapable de prouver la réalité des prestations techniques. Donc, ça se fait plutôt au millimètre, en regardant un contrat qui va vraiment coller à ce que vous faites dans votre entreprise, pas ce que vous aimeriez faire ou la rémunération que vous aimeriez toucher. Il faut comprendre une chose, c'est qu'avant de partir de France, vous intéressiez le fisc français. Une fois que vous êtes parti, vous allez intéresser le fisc français et le fisc israélien. Donc il faut juste en avoir conscience parce que c'est là où ça peut se passer quand même de manière plus compliquée. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Le sujet qu'il faut regarder, c'est toujours celui de la résidence fiscale, savoir comment vous allez fonctionner, est-ce que vous gardez ou pas un foyer d'habitation. Ce que je vous dis et ce que je vous ai expliqué ce matin, il faut savoir que nous, on a une très grosse amplitude dans nos clients. Il y a des personnes qui partent avec 100 000 euros et d'autres avec plus de 100 millions d'euros. Le raisonnement est totalement identique. Et ne pensez pas, parce que vous avez un petit montant, que on va pas vous voir. Le plus facile à regarder, souvent pour l'administration, c'est le petit dossier. Donc, faites attention à la définition de la résidence fiscale. Faites-vous accompagner. Alors, j'accompagne pas tout le monde, mais je sais qu'il y a des confrères qui fonctionnent aussi. Donc, mais faites-vous accompagner parce que moi, j'ai quand même des dossiers de fraude fiscale entre la France et Israël et pas liés à des activités comme on entend dans les journaux, hein. Des personnes qui pensaient avoir bien fait et qui se retrouvent avec des mécanismes qui sont totalement ubuesques et remis en cause en France et en Israël. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est plutôt l'aboutissement, ce que je vois depuis 25 ans. Ne laissez pas tomber l'IFI, pardon, l'exit tax, parce que c'est un élément important. Et puis surtout, réfléchir à la structuration, comment vous allez fonctionner à l'avenir. Il n'est pas interdit de rester dirigeant d'une société française et de travailler d'Israël pour cette société. Faut juste structurer pour payer les bons impôts dans les bons pays. Et quand on structure, autant optimiser. Mais on n'a pas de risque de remise en cause sur ces schémas-là, sur l'abus de droit, parce que on voit bien que vous allez faire, quand vous faites votre aléa, on va avoir un principe qui est essentiel chez nous en fiscalité internationale, c'est celui de la substance. Vous allez avoir de la substance, une réalité économique, parce que en Israël, vous vivez. C'est pas, vous m'avez pas créé une société en Israël et vous continuez à vivre en France et que l'administration fiscale va se régaler de remettre en cause l'existence de votre société. Il y a une vraie réalité. Quand moi je rencontre l'administration fiscale, et je l'ai rencontré 2 fois sur des sociétés israéliennes au cours des 30 derniers jours, je leur ai dit, vous ne pouvez pas ignorer une convention fiscale. Et en Israël, c'est un établissement stable, je vous amène la preuve, qui paye leurs impôts. Et effectivement, lorsque l'administration, parce qu'elle est plutôt agressive en France,
depuis un certain temps. Lorsque l'administration fiscale rentre sur ces dossiers-là, qu'on est bien protégé, ça se passe plutôt très bien. Moi, ça vient plutôt des dossiers que je récupère qui n'ont jamais été traités véritablement, ou traités aussi malheureusement par des experts comptables israéliens qui pensent être fiscalistes français. Donc, on ne peut pas monter un mécanisme entre la France et Israël uniquement avec une vision d'Israël. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je m'appuie aussi sur des professionnels en Israël.